D'abord, c'est pour moi un immense honneur d'être, ça va m'arriver une deuxième fois dans quelques jours à Toulouse, mais d'être dans une réunion sur Georges Ibrahim Abdallah, que j'ai rencontré il y a 2-3 mois à la prison. C'est vraiment une émotion assez intense et un très très grand moment de pouvoir parler longuement avec Georges. Je voulais aussi dire que, bon, vous voyez avec nos t-shirts BDS, que bien évidemment, on est solidaire de BDS 34 dans toutes l'acharnement judiciaire de la gendarmerie et autres contre eux, à leur mettre des amendes et à essayer de bâillonner la voix de ceux qui soutiennent les droits du peuple palestinien. Je vais dire aussi un tout petit mot avant de commencer de l'Union juive française pour la paix, dont Valérie aussi est membre. On est la composante juive dans le mouvement de soutien aux droits du peuple palestinien, pour une raison aussi assez simple, c'est que le crime se commet en notre nom et qu'il était extrêmement important qu'il y ait dans le mouvement de soutien au peuple palestinien des juifs qui rappellent que le sionisme est une horreur par rapport à notre histoire, notre mémoire. C'est pas seulement un crime contre les Palestiniens, c'est aussi une injure à notre mémoire et à notre histoire, c'est aussi une idéologie suicidaire. Donc il est important qu'on existe de la même façon qu'il est important qu'il existe dans d'autres pays. Je pense aux anticolonialistes israéliens, pas nombreux mais très actifs. Je pense à des associations juives américaines qui sont maintenant pour le boycott et qui sont antisionistes. Il est très important qu'il existe cette composante-là. Nous soutenons totalement à l'intérieur du JFP le BDS, dont je parlerai un tout petit peu à la fin, mais dont je rappelle que le boycott, il ne demande pas la lune, les Palestiniens. Les 3 grandes revendications du boycott, c'est liberté, égalité, justice. Ils ne demandent pas la mer à boire, ils demandent qu'on leur applique ce qui est le droit international. Alors on m'a demandé de parler de l'histoire. Je vais d'abord, dans un premier temps, il est impossible de commencer l'histoire de la Palestine en 1900, parce qu'on ne comprendrait rien. Donc dans une première partie, ça va être un peu l'histoire croisée des Juifs et des Palestiniens jusqu'à 1900, jusqu'à l'apparition du sionisme, et après, ce sera toute la partie, le colonialisme sioniste qui se met en route et la résistance palestinienne en réaction qui va commencer à exister. Dans cette histoire croisée, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par la Bible, parce que les Européens qui arrivent en Palestine au milieu du 19e siècle, qui sont souvent des Allemands, des Anglo-Saxons, sont persuadés que la Bible est un livre d'histoire, et aujourd'hui, les Israéliens invoquent la Bible pour justifier la colonisation. De ce qu'on sait de l'histoire, les épisodes bibliques d'Abraham et de Moïse n'ont pas existé. Il n'y a pas eu d'arrivée des Hébreux de Mésopotamie ou d'entrée ou de sortie d'Égypte. Ce qui est beaucoup plus important, l'épisode de la Bible, la conquête sanglante de Canaan, sur le livre de Josué, sur lequel s'appuient aujourd'hui les colons religieux pour dire « Dieu a donné cette terre au peuple juif », il n'y a pas la moindre trace historique de cet épisode. Les Hébreux étaient un peuple autochtone, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes, les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho. Même le royaume unifié que les sionistes invoquent aujourd'hui en disant il y a eu le grand royaume unifié de Salomon et David, et grâce au sionisme nous recréons ce royaume-là. Il semble bien qu'à l'époque présumée de Salomon et David, Jérusalem était un petit village de l'âge de fer de quelques centaines d'habitants. Donc la reine de Saba, le grand temple, c'est probablement une légende. Si le roi David a existé, il avait un troupeau de moutons un peu plus important que ses voisins, mais on ne peut pas en dire plus. Ce qui est important par contre, qui est avéré par les archéologues et les historiens, c'est que cette terre-là a toujours été peuplée de peuples très nombreux. Il y avait les Hébreux qui sont probablement des autochtones, les Cananéens et les Hébreux, il y a encore un petit débat si c'était 2 peuples différents. Il y avait les Iduméens, les Moabites, les Philistins qui ont donné le nom à la Palestine. Tous ces peuples soit se sont fait la guerre, soit ont cohabité, mais l'idée que dans l'Antiquité, il y aurait eu un royaume juif unifié et que c'est ça aujourd'hui qui est reconstitué, est une reconstruction historique. Cet épisode-là n'a jamais existé. Ce qui devient historique, c'est qu'il y a 2 royaumes hébreux, le royaume d'Israël, dont la capitale, Samarie, était très près de Naplouse aujourd'hui, et le royaume de Judée, dont la capitale était Jérusalem, et les autres grandes villes, Bethléem, Hébron et Beersheba. Ces 2 petits royaumes, eux, ont existé,
Ils seront détruits le premier par les Assyriens avec déportation et ils disparaîtront de l'histoire. Et le second, le royaume de Judée, c'est la destruction du temple de Jérusalem, du premier temple, c'est la déportation à Babylone et selon toute probabilité, la Bible a été écrite par les exilés de Babylone. Donc dans la reconstitution historique de l'Antiquité, vous enlevez ça. Ensuite, il va y avoir toujours plein de peuples qui vivent dans la région, plein de conquérants. La région sera dominée, elle avait déjà été dominée dans une antiquité antérieure par les Égyptiens, par les Assyriens, elle sera dominée par les Babyloniens, par les Perses, par les Grecs. Il y aura une hellénisation de la région. Sans doute le premier royaume juif, c'est le royaume des Maccabées, et c'était en réaction aux Grecs. Je continue, je ne fais pas de l'histoire pour l'histoire, parce que c'est fondamental pour qu'on comprenne ce qui se passe aujourd'hui. J'arrive à l'époque romaine. À l'époque romaine, dans toutes les provinces romaines, les habitants superposaient leurs divinités aux divinités romaines. Toutatis et Jupiter, c'était pareil, ou Jupiter, Junon et Héra, c'était pareil, donc ça se passait comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça avec les Juifs. Il y aura des révoltes religieuses juives dans plusieurs régions de l'Empire. Il faut comprendre que déjà à l'époque de l'Empire romain, il y a des Juifs partout en Méditerranée. Il y a des Juifs en Espagne, il y a des Juifs à Carthage, il y a des Juifs en Égypte. Alexandrie était une ville un tiers juive. Et il y a des Juifs, mais sans doute les moins nombreux, dans ce qui est aujourd'hui la Palestine. Ils vont se révolter en 70 après Jésus-Christ, le temple de Jérusalem sera détruit, c'est Titus qui fait ça. D'après la propagande sioniste, après c'est la destruction du temple, des centaines de milliers, des millions, disent-ils, de Juifs sont déportés et partent partout dans l'Empire romain, et nous serions aujourd'hui les descendants de ces gens-là. Vous voyez que je n'ai pas véritablement le type proche-oriental, et cette histoire est totalement inventée. Il n'y a pas de trace de la dispersion des Juifs. La religion était dispersée. Il y aura dans l'Empire romain jusqu'à 10% de Juifs, mais c'était des Égyptiens, des Grecs, des Italiens qui étaient de religion juive, mais la population est restée. Et donc les descendants les plus probables des Judéens de l'Antiquité, ce sont nos amis palestiniens, et d'ailleurs ils le savent quelque part. Donc vous avez une espèce d'escroquerie historique qui dirait, à la base de la théorie sioniste, il y a la théorie de l'exil et du retour. Les Juifs ont été exilés, et grâce au sionisme, 2000 ans après, ils font leur retour dans leur pays. Non, ils n'ont pas été exilés, nous sommes des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions. Pour moi qui suis juif d'Europe orientale, de Bessarabie, on est probablement les descendants des Slaves ou des Turcs qui vivaient dans l'Empire khazar. Pour les Juifs d'Afrique du Nord, c'était tout simplement des Berbères judaïsés. Pour les séfarades, c'est tout simplement des Espagnols qui étaient de religion juive et qui ont représenté jusqu'à 10% et plus de la population espagnole. Mais cette idée de l'exil et du retour est une idée totalement inventée. Ce qui va se passer en Palestine, c'est que la population qui était majoritairement juive jusqu'à la destruction du temple va, après la destruction et l'interdiction pour les Juifs de venir à Jérusalem, et ils sont encore extrêmement nombreux en Galilée, cette population va en grand nombre et majoritairement se convertir au christianisme, et quand il y aura la conquête arabe au 7e siècle, va majoritairement se convertir à l'islam. Mais je dis à chaque fois majoritairement. C'est-à-dire que vous devez avoir l'idée d'une Palestine qui, entre le 2e siècle, entre le 7e siècle après Jésus-Christ, donc l'arrivée des Arabes, et 1900, le début du sionisme, en gros, la proportion de la population est de 80% de musulmans, 15% de chrétiens et 4 à 5% de juifs. Lesquels juifs, d'ailleurs, seront totalement hostiles à la création d'un État juif. Les juifs palestiniens diront très très longtemps nous vivons très bien avec nos voisins chrétiens et musulmans, nous n'avons pas besoin d'un État. Donc il faut considérer une Palestine qui sera dans cette situation-là, qui va vivre donc dans le monde arabe, et à l'époque des grands califats. Il y aura les Égyptiens, enfin les Fatimides, il y aura différentes dynasties, et à partir du XVIe siècle, la conquête ottomane, les Ottomans vont conquérir un vaste empire, et la plupart des pays arabes vont devenir sous tutelle ottomane, en particulier
autour de la Palestine, mais tout autour d'elle, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, jusqu'au Yémen. Donc, à partir du XVIe siècle, cette région serait une région ottomane. Et je vais parler, donc, je vais revenir un petit peu sur les Juifs. Que deviennent ces Juifs qui ont été, qui sont en fait des gens d'origine très différente, mais ayant une religion. Quand le christianisme l'emporte à la fin de l'Empire romain, au cours du IVe siècle après Jésus-Christ, et devient religion d'État en 395, en Europe, les chrétiens vont commencer la persécution des Juifs. Donc l'invention de ce qu'on appelle de façon très impropre l'antisémitisme, je vais revenir sur ce mot-là, est une invention chrétienne. Il faut parler d'abord d'antijudaïsme chrétien. Oui, le mot antisémitisme est un mot de l'ennemi. Il est inventé par un ancêtre du nazisme qui est l'allemand Wilhelm Marr au XIXe siècle. Mais les sémites, ça n'existe pas. Mes frères palestiniens ne sont pas plus sémites que moi. Il y a des langues sémitiques. Il y a l'hébreu, l'arabe, l'araméen sont des langues sémitiques. Il n'y a pas de race sémitique, il n'y a pas de race tout court. C'est une invention des racialistes du XIXe siècle de commencer à catégoriser les gens, ariens, sémites et tout. C'est le langage de l'ennemi, vous ne devez pas l'utiliser de façon claire. Donc l'antijudaïsme chrétien, les chrétiens vont d'abord dire que les Juifs sont un peuple déicide, que c'est eux qui ont tué le Christ. Ils vont avoir contre eux toute une série d'interdits professionnels, et l'interdit qui est le pire en Europe, c'est l'interdiction de posséder la terre. Donc il faut voir que, sauf dans de très rares régions, dont celles où sont nés mes parents, les Juifs répandus dans toute l'Europe n'avaient pas la terre. Ils vont être très rapidement confinés dans des quartiers qui prendront le nom de Juderia en Espagne, de ghetto en Europe du nom d'un quartier de Venise, et dans les pires stigmatisations qu'il va y avoir en dehors du peuple déicide, on va les accuser de commettre des crimes rituels. Et assez rapidement, on va passer à partir de l'an 1100 en Europe de la stigmatisation au massacre. Ces massacres, on leur donne un nom moderne. Pogrom, c'est un mot russe, et donc qui s'adresse à une période bien postérieure, mais dès le haut Moyen-Âge, il y a l'équivalent de pogrom en Europe. Ça commence un peu partout, mais c'est à noter que les premiers pogroms sont faits par la première croisade. La première croisade qui va aller tuer les infidèles et tuer des milliers de personnes en Asie mineure, en Syrie et à Jérusalem, va se faire la main sur la communauté juive de la vallée du Rhin. Et c'est d'ailleurs cette haine à la fois du juif et du musulman, c'est quelque chose qu'on retrouvera assez souvent dans l'histoire. Pendant tout le Moyen-Âge, il va y avoir des massacres. Les plus emblématiques, c'est à la fin du Moyen-Âge, c'est en Espagne. En Espagne, où 10% de la population était juive, il va y avoir un pogrom qui commence en 1391, et puis des massacres qui vont durer pendant un siècle, et qui vont se terminer par l'expulsion des Juifs d'Espagne. Leurs descendants partiront principalement dans l'Empire ottoman, à Sarajevo, à Salonique, à Smyrne, et même dans ce qui est aujourd'hui Israël, à Safed, où il y a une communauté séfarade qui va s'établir au XVe siècle. Il va y avoir plus tard des massacres terribles contre les Ashkénazes. Donc Ashkénazes en hébreu, ça veut dire allemand, et c'est la dénomination qu'on a donnée aux Juifs qui étaient de langue yiddish. Le yiddish est une langue germanique avec quelques mots hébraïques, et il va y avoir des massacres les Ashkénazes sont très nombreux en Pologne et en Ukraine. Ce sont probablement les descendants de ceux qui habitaient l'Empire khazar, et les massacres contre eux vont commencer de façon très très virulente au XVIIe siècle. Là aussi, c'est des centaines de milliers de morts dans les pogroms du cosaque Khmelnytsky. Cet antijudaïsme chrétien européen n'a jamais existé dans le monde arabe. Dans le monde arabo-musulman, il y avait des juifs. Les juifs avaient le statut de dhimmi qui veut dire protégé. Alors, c'était pas les citoyennetés, elles n'existaient nulle part, mais ils avaient des droits. Ils vivaient dans leur communauté et ils avaient des représentants qui négociaient avec le seigneur local les affaires. Mais on ne trouve pas dans le monde arabo-musulman, pendant un millénaire, l'équivalent de ce qu'on va avoir en Europe, c'est-à-dire des expropriations, des massacres, des stigmatisations. Voilà, les Juifs étaient traités en gros dans le monde arabo-musulman comme les chrétiens, avec le statut
peuple du livre, on ne les massacrait pas, mais voilà, ils payaient l'impôt, ils en payaient un peu plus que les musulmans, mais ça n'a strictement rien à voir avec le racisme endémique qui existait dans toute l'Europe. La Palestine, elle vit sous l'Empire ottoman, avec la coexistence de ces différentes religions. Le tournant, qui ne concerne pas la Palestine, mais le tournant très important, c'est le 19e siècle. En Europe, il va y avoir, à partir de 1850, la transformation de l'antijudaïsme chrétien en antisémitisme racial. Ce sont les ancêtres du nazisme, mais c'est une période terrible, c'est une période où d'abord c'est le début du colonialisme, donc il y a toute la théorisation avec le colonialisme, qu'il y a des êtres supérieurs qui ont accédé à la civilisation, qui sont les Blancs bien sûr, et qu'il y a des êtres inférieurs à qui, quand on est gentil, on va apporter la modernité, en tout cas qu'on va exploiter jusqu'au trognon. C'est l'époque où se développent les idées eugénistes, que tous les gens qui sont un peu anormaux, un peu handicapés et tout, il faut les exterminer, ils n'ont rien à faire. C'est l'époque où vont être théorisées toutes les idées raciales, les Aryens, les Sémites, mais même par exemple les chercheurs, les historiens, en Allemagne, en France et tout, vont chercher partout, ils inventent l'idée des Indo-Européens et ils l'inventent dans l'idée que les Indo-Européens sont une race supérieure par rapport aux autres. Donc c'est une période extrêmement noire, et c'est en même temps l'époque où les grands empires européens sont en train de s'écrouler, européens et non-européens, en tout cas les grands empires, c'est l'empire austro-hongrois, c'est l'empire russe et c'est l'empire ottoman. Sur les ruines de ces empires se développe un nationalisme extrêmement dur, et un nationalisme qui en gros est totalement exclusiviste, quoi. Les Serbes veulent un État serbe, les Croates veulent un État croate, les Polonais veulent un État polonais, et l'obstacle à cette espèce d'éruption ultranationaliste, ce sont les Juifs qui sont un petit peu partout, et qui sont l'obstacle à la création d'États ethniquement purs. Donc en Europe, dès la fin du XIXe siècle, il y a un consensus antisémite majoritaire chez toutes les élites. La grande majorité des dirigeants européens sont clairement antisémites, mais c'est quelque chose qui durera longtemps. J'ai retrouvé, je les ai mis dans mon livre, des gens bien postérieurs, français, connus, le général de Gaulle, des propos antisémites rares, hein, mais ça faisait partie de sa culture. Le commandant Cousteau, bon déjà son frère était un collabo, mais lui était pas mal non plus. Et donc cet antisémitisme, il a pénétré absolument toutes les élites. Et si les Juifs d'Europe de l'Ouest ont acquis un début de statut, en France, depuis la Révolution française, ils ont la citoyenneté, c'était l'abbé Grégoire. En Allemagne, ils ont pu sortir du ghetto à partir du XVIIIe siècle. On va trouver un assez grand nombre de scientifiques, d'écrivains et tout, qui sont juifs. Là où vivent 60% des Juifs du monde entier, c'est l'Empire russe, qui couvre la Pologne, les Pays-Baltes, l'Ukraine. Là, les Juifs sont prolétarisés, sont dans une situation de misère. Et là, il faut que vous compreniez bien, quand on dit les gens de confession juive, la rupture des Juifs avec la religion, elle se fait de façon très très forte dans l'Empire russe, en réaction aux rabbins qui sont des collabos, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas lutter contre l'antisémitisme. Donc on trouvera des Juifs dans tous les mouvements révolutionnaires, progressistes de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, sur fond d'antisémitisme extrêmement violent. Donc là, j'ai parlé d'une histoire qui est européenne, qui n'est pas palestinienne, et les Palestiniens vont morfler pour toute cette histoire européenne et la façon dont elle va se régler. Le sionisme apparaît vers 1894, c'est un mouvement bourgeois. D'ailleurs, les révolutionnaires juifs, je pense à ceux du Bund, diront que le sionisme, c'est le parti de la bourgeoisie. C'est un mouvement profondément raciste, pas seulement raciste, ils ne connaissent même pas les Palestiniens, mais raciste, par exemple, contre les Juifs de l'Est, qui sont considérés comme pouilleux. Et dans l'idée sioniste du départ, il y a l'idée de régénérer ces Juifs pouilleux en les faisant travailler la terre. Le sionisme va être la pire réponse à l'antisémitisme, puisqu'il dit l'antisémitisme est inéluctable, c'est pas la peine de le combattre. Donc il y a une seule solution, c'est de créer un État juif. Je fais toujours le parallèle, imaginez les Roms, il n'y a pas plus discriminé aujourd'hui que les Roms en Europe,
Et si les Roms disaient le racisme anti-Rome est inéluctable, donc la seule solution c'est de créer un État Rome, qu'il crée un État Rome en Roumanie ou en Inde, c'est la guerre, on comprend bien. Donc l'idée de base du sionisme, l'idée que face à la discrimination, il faut la séparation, c'est une idée meurtrière. Il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits. Le sionisme, en 1895, apprenait la séparation. Aujourd'hui, le suprémacisme raciste et militariste que vous avez en Israël est incompréhensible si vous n'avez pas cette idée que dès le départ, c'était une théorie, la séparation. Herzl, le fondateur du sionisme, et ses successeurs vont s'adresser à tous les dirigeants antisémites européens en leur disant vous et nous avons le même intérêt qu'un maximum de juifs quittent l'Europe. Et il va voir, il ira par exemple démarcher le ministre du tsar Plevé qui avait organisé tous les pogroms en Russie, et ils tomberont d'accord sur l'idée qu'il faut aider au départ des juifs. Ils vont choisir la Palestine après avoir hésité, parce qu'ils ont hésité sur l'idée d'un État juif en Argentine, en Ouganda, à Madagascar. Ils vont choisir en disant, si on choisit la Palestine, on va avoir le soutien des religieux. Et ils vont se planter. La quasi-totalité des fondateurs du sionisme étaient agnostiques, voire athées. Et les Haredim, les juifs orthodoxes, la religion juive est une religion messianique, et dans la religion juive telle qu'elle était pratiquée à l'époque, le retour en Terre Sainte était interdit avant l'arrivée du Messie. Donc quelque part, les sionistes ont violé à la fois les sentiments de la majorité des juifs qui pensaient qu'il fallait lutter contre l'antisémitisme et que leur émancipation passait par l'émancipation de l'humanité, ceux qui s'engageaient dans la Révolution, mais ils vont aussi heurter de front les religieux pour qui le retour là-bas était impossible. Il y aura une pétition quasi unanime de tous les rabbins allemands contre Theodor Herzl et son idée, et si le congrès fondateur du sionisme a eu lieu en Suisse et pas en Allemagne, c'est parce qu'il y avait l'opposition absolue de tous les rabbins allemands sur cette idéologie-là. Donc ce sionisme très minoritaire chez les juifs, mais adulé par tous les dirigeants antisémites européens, va commencer bien avant la déclaration de Balfour, la colonisation de la Palestine. Il faut comprendre que les institutions qui vont expulser le peuple palestinien de son propre pays, elles sont créées dès 1898-1901. La Banque coloniale juive, le nom ne s'invente pas, elle est fondée en 1898. Le Fonds national juif, KKL, Keren Kayemet Israël, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, il est créé en 1901. Il est créé avec l'idée de judaïser la terre. C'est-à-dire que le slogan meurtrier une terre sans peuple pour un peuple sans terre, c'est l'écrivain britannique Israel Zangwill, c'est 1905. C'est-à-dire que dans leur idée aux sionistes, la Palestine était une terre sans peuple. Autrement dit, alors qu'ils sont allés là-bas, ils voient bien qu'il y a une société, qui existe, qui a son degré de développement, qu'il y a des villes, Jaffa, Haïfa, Jérusalem, qu'il y a une économie, il y a une société qui est développée, il y a une société qui aspire, avec tout le monde arabe du Proche-Orient, à s'émanciper de l'Empire ottoman, qui va au début relativement les accueillir, les premiers qui arrivent en disant ils vont nous apporter de la modernité, pourquoi pas, mais assez rapidement, et ça va commencer dès 1920, les Palestiniens réalisent que ce colonialisme-là est très particulier. Alors c'est là qu'il faut comprendre ce qu'est le sionisme. C'est un colonialisme, les idées colonialistes sont hégémoniques partout en Europe à l'époque, mais c'est un colonialisme qui ne vise pas à asservir le peuple indigène, mais qui vise à l'expulser et à le remplacer. C'est un nationalisme, mais c'est un drôle de nationalisme, parce que c'est un nationalisme qui essaie d'imiter les nationalismes polonais, slovaques ou roumains, sauf qu'il n'y a aucun endroit sur Terre où les Juifs sont majoritaires. Là où ils sont le plus nombreux, dans ce qu'on appelait la zone de résidence de l'Empire tsariste, ils sont 10% de la population. Donc, mais ils vont inventer le peuple. Il n'y a pas de peuple juif. Je partage là-dessus ce que dit Shlomo Sand. Il y a des peuples juifs, il y a un peuple yiddish, il y a un peuple séfarade, il y a un peuple judéo-berbère, mais il n'y a pas de peuple juif. Je n'appartiens pas au même peuple que les Falachas d'Éthiopie, c'est clairement évident. Hein. Ils vont inventer les langues, parce qu'il y avait des langues juives, le ladino, qui est l'espagnol du Moyen-Âge, le yiddish, le judéo-arabe, mais l'hébreu était réservé à la religion, et donc c'était interdit pour des profanes de parler hébreu.
Et ils vont inventer la terre, parce que les juifs laïcs se battaient pour l'émancipation sur place, les juifs religieux attendaient le Messie, mais d'aucune façon, ces juifs avaient idéalisé l'idée de retourner, entre guillemets, sur cette terre où leurs ancêtres, de toute façon, n'avaient pas vécu. L'Empire britannique va faire des promesses aux Arabes, vous allez avoir l'indépendance et un grand État arabe, et elle va évidemment violer totalement cette promesse. Elle va écrire la déclaration Balfour. Alors Balfour était un antisémite, comme tous les dirigeants européens. Il avait eu des propos terribles contre les Juifs quand il était Premier ministre en 1905. En 1917, il écrit à Lord Rothschild, je crois qu'il n'est pas tout à fait neutre, une belle lettre, la déclaration Balfour, on va vous offrir cette terre qu'on va conquérir. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Non. Pour les sionistes comme pour les antisémites, les Juifs étaient des parias inassimilables asiatiques en Europe, mais s'ils partaient dans ce qui est la Palestine, ils devenaient des colons européens en Asie. Et donc c'était ça l'idée de Balfour et l'idée des sionistes. Et Herzl écrit, on va montrer aux Anglais qu'on est les meilleurs colonisateurs, on va faire le travail pour eux de coloniser cette terre. Donc les Juifs commencent à arriver plus massivement à partir de 1917. Quand je dis plus massivement, en 1917, les Juifs ne représentent que 9 à 10% de la population de la Palestine, et la terre qu'ils ont, c'est extrêmement peu. La stratégie sioniste va être d'acheter des terres à des féodaux absents pour expulser les métayers présents. Mais dès le début, c'est ça qu'il faut bien comprendre, la stratégie, c'est une société séparée. Le courant qui est majoritaire dans le sionisme à l'époque, celui de Ben-Gurion, il va fonder, dès 1920, la Histadrut, le syndicat sioniste, article numéro 1 de la Histadrut, la défense du travail juif. Vous voyez un peu si la CGT avait article numéro 1, la défense du travail français, on voit ce que ça veut dire. Et première action de la Histadrut, 1920-1921, une grève générale, boycotter les magasins arabes, acheter juifs. C'est-à-dire l'idée de la société séparée alliée. Le kibbutz, dont les sionistes se vantent tant, c'était un instrument de conquête interdit aux Palestiniens, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que ça peut être un socialisme pour juifs seulement? Qu'est-ce que ça veut dire un socialisme raciste qui refuse les autochtones, les indigènes, ceux qui habitent ce pays-là? La Histadrut va fonder la compagnie Egued de bus, la compagnie Mekorot des eaux, celle qui vole aujourd'hui l'eau des Palestiniens dans les territoires occupés. Elle va fonder la compagnie Zim de navigation. Elle va fonder la Haganah, l'armée, l'ancêtre de cette vaillante Tsahal aujourd'hui qui meurtrit le peuple palestinien. Donc il faut bien comprendre que quand l'État d'Israël apparaîtra en 1948, en fait toutes les institutions coloniales qui ont permis la création de l'État d'Israël ont été créées 28 ans plus tôt. Donc quand on dit la création d'Israël, c'est une réponse à l'antisémitisme et au génocide nazi, c'est faux. Il y a bien sûr eu, et je t'en parlais, des tas de juifs qui vont arriver là parce qu'ils ne savent pas où aller, mais en ce qui concerne le mouvement sioniste, il avait prémédité une société séparée et il avait prémédité l'expulsion des Palestiniens dès le début, et il en a créé les institutions dès 1920. Les Palestiniens, alors déjà les Anglais, quand ils s'installent, le premier commissaire britannique, Herbert Samuel, est un sioniste. C'est d'ailleurs lui qui va nommer le grand moufti El-Hadj Husseini comme un grand moufti. On voit cette tendance un peu bizarre. Husseini sera plus tard le seul pro-nazi chez les Palestiniens, il n'y en avait pas d'autres. Et les Palestiniens, voyant que le mouvement sioniste est un mouvement de colonisation, commencent à piquer leurs terres, commencent à créer une société séparée, vont commencer à multiplier les révoltes. Il y a une première grande révolte en 1920. Il y en a une deuxième en 1929 qui sera particulièrement avec des affrontements très importants à la fois à Jérusalem et à Hébron. Et puis il y aura en 1936 la grande révolte palestinienne où il va y avoir l'armée britannique et la Haganah, l'armée sioniste, ensemble. Il y aura 12 000 morts chez les Palestiniens. Il y aura la déportation de la quasi-totalité des élites palestiniennes dans les pays voisins, et une des raisons aussi de la défaite palestinienne de 1948 sera le fait que la plupart des élites palestiniennes ont été chassées par les Britanniques en 1936.
Chez les sionistes, il y a une scission qui est apparue. La majorité, avec Ben Gurion, se réclame de la social-démocratie, et la minorité s'appelle révisionniste, c'est le nom même qui se donnait. Je vais d'abord parler des révisionnistes. Les révisionnistes, c'est Jabotinsky qui fonde ce mouvement vers 1920. Dès le début, ce sont des fascistes. Jabotinsky s'était illustré pendant la révolution russe en soutenant le pogromiste Petlura, qui a été un moment à la tête brièvement d'une Ukraine indépendante. Et Jabotinsky est un admirateur de Mussolini, et la radio des révisionnistes était à Civitavecchia, et ils seront, dès le début, c'est lui qui inventera l'idée de transfert, l'idée que les Palestiniens vont résister, donc la seule solution, c'est le transfert. Cette idée de transfert deviendra hégémonique chez les dirigeants sionistes dès la fin des années 30, mais d'où il a sorti le transfert Jabotinsky de ce que Mussolini faisait en Éthiopie. Hein, il était directement admirateur de cette idéologie. C'est pas mieux chez les sociodémocrates quand les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne, en 1933. 2-3 mois après, la fédération sioniste, depuis le Yishuv, depuis la Palestine, signe avec les autorités nazies les accords de Havara, les accords de transfert, qui, dans mon bouquin, j'ai retrouvé un certain nombre de documents sur ces accords de transfert. C'était l'idée que les juifs allemands pouvaient partir en Palestine avec leurs biens, et il y en a à peu près 60 à 80 000 qui vont l'utiliser. Les vrais fondateurs de l'État d'Israël sont ces juifs allemands-là. Mais il y avait, évidemment, les nazis n'étaient pas des sots, donc ces juifs-là n'avaient pas le droit de partir dans les pays putativement ennemis de l'Allemagne, comme l'Angleterre ou les États-Unis ou la France. Mais surtout, il y avait des conditions. Les juifs de Palestine devaient consommer allemand. Ils devaient acheter les Mercedes, les Opel, toutes les machineries allemandes. Et jusqu'à 1940, dans la Palestine sous mandat britannique, il y aura des machines allemandes achetées par les juifs. Donc du coup, les juifs communistes, les juifs internationalistes, ceux qui s'engageaient dans la guerre d'Espagne, ceux qui avaient commencé le combat contre les nazis, ceux qui disaient il faut boycotter l'Allemagne nazie, ils étaient pris à revers par la décision des sionistes de Palestine de collaborer avec les nazis sur l'exfiltration des juifs allemands. En 1936, une campagne d'assassinat qui ressemble complètement à ce que l'armée israélienne fait aujourd'hui à Gaza sur les marches de retour commence. Il y a un groupe armé terroriste de l'extrême droite sioniste, Irgun, fondé par Menachem Begin, qui commence à tuer de façon aveugle dans les cafés arabes, dans les marchés et tout, la population civile palestinienne. L'Irgun déclarera la guerre aux Anglais quand les Anglais vont, devant la révolte arabe, dire que l'immigration juive doit s'arrêter. Éclate la guerre, l'Irgun fait une trêve avec les Britanniques, une scission apparaît de l'Irgun, le groupe Stern, ou Lehi, dirigé par Yitzhak Shamir, qui sera plus tard Premier ministre israélien, et le groupe Stern va se comporter pendant toute la Deuxième Guerre mondiale comme des collabos. Je dis ça parce que c'est, pour beaucoup, peut-être pour vous, ça paraît invraisemblable qu'Israël ait pu être dirigé des années après par des gens qui ont été des collabos. J'ai retrouvé dans mon livre des tracts du groupe Stern, où en 1940, ils expliquent dans des tracts distribués à la population de Tel Aviv que le sort des Juifs du ghetto de Varsovie est bien plus enviable que le sort des Juifs sous mandat britannique. Et ces gens-là ont envoyé des émissaires aux nazis pour leur dire « nous avons un ennemi commun, nous pouvons nous entendre ». Donc c'est quand même à savoir que, alors qu'on vous assène que si vous critiquez Israël, vous êtes antisémite, Israël a été dirigé par d'authentiques collabos pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ben Gurion, en pleine guerre, dit « si j'ai le choix entre 500 000 juifs allemands qui partent aux États-Unis ou 100 000 qui partent vers la Palestine, bien sûr, je choisis la deuxième solution ». Donc à aucun moment, ces sionistes n'ont eu pour but de sauver les juifs de l'extermination. Ils avaient un seul but, c'était construire leur État. En 1942, il y a une conférence sioniste internationale à Biltmore, c'est un hôtel de New York. On peut s'attendre, on est en 1942, que la résolution finale, ça va être on met tous nos moyens pour battre Hitler. La résolution finale, c'est on met tous nos moyens pour construire un État sur l'ensemble de la Palestine. Et il y aura des attentats anti-palestiniens pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ça va reprendre de plus belle contre les Palestiniens et contre les Anglais
en 1945. Pensez que la Deuxième Guerre mondiale aurait pu être une espèce de moment où Palestiniens et les Juifs du Yishuv, qui étaient là-bas, auraient pu s'entendre. Du côté des Juifs, beaucoup de Juifs étaient arrivés là-bas parce qu'ils ne savaient pas où aller. Il y a en 1944 des élections à l'intérieur de la communauté juive autonome, du mandat britannique. 45% votent pour un État binational. C'est-à-dire que 3 ans avant la Nakba, la catastrophe, l'expulsion préméditée des Palestiniens, presque un futur Israélien sur 2 n'est pas pour les expulser, mais pas pour le nettoyage ethnique. Ce courant sera balayé. Et là se joue aussi quelque chose de terrible sans lequel l'État d'Israël n'aurait pas existé. Si les Juifs qui fuyaient les persécutions, ceux qui fuyaient les pogroms de l'Empire tsariste au début du XXe siècle étaient tous partis vers les États-Unis ou l'Argentine. Ceux qui fuyaient l'Allemagne nazie, ils voulaient partir à l'ouest, ils voulaient partir en Amérique. Si les frontières avaient été ouvertes, il n'y aurait jamais eu d'État d'Israël. Mais en 1938, il y avait eu en Europe une conférence, la conférence d'Évian, qui avait dit les Juifs qui fuient l'Allemagne et l'Autriche, on n'a rien pour eux, qu'ils crèvent. À peu près comme aujourd'hui on dit aux migrants, les migrants qui fuient la Libye, non, on n'a rien pour vous, vous retournez chez vos gardiens de camps de concentration. C'est vraiment une attitude similaire. Et c'est ce qui va se passer à la Libération. À la Libération, il y a des centaines de milliers de rescapés qui demandent des visas pour les États-Unis, l'Allemagne, la France. Et le monde, l'Europe, va dire non, non, maintenant vous avez un pays, vous partez comme vous voulez. C'est-à-dire que l'Europe s'est débarrassée du crime antisémite et de sa responsabilité majeure dans le génocide nazi sur le dos des Palestiniens qui n'avaient pas le début d'une responsabilité dans cette affaire. Sur la guerre de 1948, pendant très longtemps, les Israéliens ont raconté des salades. D'abord, il faut voir que la guerre de 1948, elle est d'abord déclenchée par l'ONU. L'ONU vote en 1947 un plan de partage dans lequel les Juifs qui, même avec ceux qui viennent d'arriver fuyant l'Europe, forment 38% de la population, on leur donne 54% du territoire en un seul morceau, et les Palestiniens, on leur donne des confettis dans ce qui reste. Et pire, l'État arabe donné par l'ONU, il y a 10 000 Juifs. Par contre, dans le futur État juif, il y a 45% de Palestiniens. Et entre le vote du plan de partage et, donc c'est fin novembre de 1947, et le début officiel de la guerre, le 15 mai 1948, les sionistes ont vidé le futur État juif. 90% des Palestiniens qui habitaient le futur État juif ont été nettoyés ethniquement avant le début officiel de la guerre. Donc l'ONU déjà est responsable de la moitié de la Nakba. C'est quelque chose, quand on parle de l'ONU, qu'on doit avoir en tête. Quand la guerre de 1948 éclate, les Israéliens vont dire encore, c'est la poursuite de ce que les nazis vont nous faire, ils vont nous exterminer, ils vont jouer la victimologie. Déjà, quand on voit le nombre de morts palestiniens et le nombre de morts juifs israéliens dans cette guerre, il y a un déséquilibre total, mais il y avait un déséquilibre militaire invraisemblable. Les futurs Israéliens ont reçu des armes en nombre. Quand l'armée égyptienne est encerclée, les Syriens qui ne sont pas loin vont laisser faire. La Syrie et l'Irak rentrent pour conquérir des territoires, et la seule armée qui tenait le coup par rapport à l'armée sioniste, et qui était l'armée du roi Hachémite, l'armée de ce qui va devenir la Jordanie, elle avait un accord de partage de la Palestine avec les sionistes. Et d'ailleurs, quand ces armées sont battues et que l'armistice est signé, il n'y aura pas d'État palestinien. Il reste 22% de la Palestine qui a échappé aux sionistes. Il reste Gaza, il reste Jérusalem-Est, il reste la Cisjordanie. La Jordanie va annexer Jérusalem-Est et la Cisjordanie. L'Égypte va quasi annexer Gaza. Quand on va à Gaza et qu'on leur parle des Égyptiens, ils nous parlent de l'occupation égyptienne pour vous dire le bon souvenir que les Égyptiens ont laissé à Gaza. Donc la Palestine sera trahie, y compris par ceux qui auraient dû la défendre. Après 1948, les Israéliens vont faire quelque chose encore de terrible. Ils n'avaient pas seulement la volonté de créer un État juif, ils voulaient créer l'État de tous les Juifs. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des Juifs qui ne sont pas dans cette région à cette époque-là, on va leur dire vous devez partir. Alors évidemment, les Juifs américains ou les Juifs français qui avaient la citoyenneté, un statut, n'avaient aucune envie de partir. Mais il y avait ceux dont le sionisme ne s'était jamais occupé jusque-là, qui étaient les Juifs du monde arabe. Le sionisme va aider à vider
le monde arabe de ces juifs. Il va avoir là aussi d'importantes complicités locales. Si on prend l'exemple du Maroc, où 5% de la population était juive, il y a eu une connivence totale entre le roi Hassan II, qui était un complice complet d'Israël, et les propagandistes israéliens pour vider le Maroc de ses juifs. Quand vous allez aujourd'hui dans le sud du Maroc, les gens parlent en pleurant, en disant c'était nos voisins, c'était nos commerçants, on avait toujours vécu avec eux et tout, et il n'y avait jamais eu au Maroc de persécution antisémite. En Irak, ils iront faire sauter la synagogue de Bagdad pour créer la panique et pour que les juifs irakiens émigrent. Au Yémen, les juifs yéménites qui étaient là, qui étaient des arabes, qui étaient là depuis 2500 ans, avaient la légende que le Messie viendrait les chercher sur ses ailes. Ils sont venus en avion et ils ont vidé en 3 semaines une communauté vieille de 2500 ans pour en faire des prolétaires d'Israël. Puisqu'on avait vidé les Palestiniens, il fallait des prolétaires, ça devenait les Juifs misrahim, orientaux ou séfarades. Israël se renforce donc avec une immigration intérieure. Il est resté des Palestiniens. Alors, il faut comprendre, 48, maintenant les chiffres sont à peu près d'accord. D'abord, longtemps les Israéliens ont dit les Arabes sont partis d'eux-mêmes. Il y a maintenant eu l'ouverture des archives en Israël même. Les historiens israéliens qui soient sionistes comme Benny Morris ou antisionistes comme Ilan Pappé, Avi Shlaim ou Shlomo Sand ont tous confirmé la version palestinienne. Il y a eu un nettoyage ethnique prémédité et organisé. Il y a eu des crimes de guerre, il y a eu des crimes contre l'humanité. Les quelques universitaires israéliens qui ont lancé leurs étudiants sur l'étude de ces crimes de guerre ont dû s'exiler, je pense à Ilan Pappé, où ont reçu des injures absolument pas possibles, comme Shlomo Sand. Et on s'entend aujourd'hui sur le chiffre de 800 000 expulsés palestiniens, qui seront très mal reçus dans le monde arabe, on doit le dire. Les camps de réfugiés de Cisjordanie ou les camps de réfugiés du Liban, pendant très longtemps, ce seront des amas de tentes où il n'y avait rien, et tout ce qui a été construit, et souvent, quand on visite des déchets en Cisjordanie ou d'autres camps, ils nous montrent avec fierté ce qu'ils ont réalisé. Mais ce qui a été réalisé par les réfugiés dans les camps, c'est eux-mêmes qui l'ont réalisé. Ils ont eu une aide extrêmement mince de l'ONU, de l'UNRWA, qui avait créé un office pour les réfugiés, et ils ont été, notamment au Liban, particulièrement maltraités par les gouvernements arabes. Il est resté, à l'époque, 170 000 Palestiniens dans ce qui devient l'État d'Israël, qui sont aujourd'hui plus d'1,5 million, près de 2 millions, près de 20% de la population israélienne. Ce sont des miraculés, le plan était de tous les vider. Ceux qui ont pu échapper à l'expulsion, c'est pour différentes raisons. Les Israéliens ne voulaient pas trop s'en prendre aux zones où il y avait beaucoup de chrétiens. Ça, c'est le cas de Nazareth qui a échappé au nettoyage ethnique, où il y avait encore l'armée britannique, où ce sont des réfugiés qui ont réussi à se cacher et à revenir après. Donc ceux-là sont des miraculés. Ne croyez pas, comme le dit la propagande sioniste, qu'on leur a donné la citoyenneté pleine. Non. Dès le début, en 1948, Israël se proclame un État juif pour les Juifs. Il n'y a pas de Palestiniens, il y a des Arabes, il y a des Bédouins, il y a des Druzes, il y a des chrétiens, mais il n'y a pas de Palestiniens, ça n'existe pas dans le langage israélien. On va continuer à leur voler les terres, au point que aujourd'hui, les Palestiniens d'Israël, qui sont une population rurale, ils n'ont plus que 3% de la terre, alors qu'ils l'avaient toutes quasiment avant 1948. Ils vont vivre sous couvre-feu jusqu'en 1966. Il y aura le massacre de Kafr-Qassem, 1956. Ce sont des paysans palestiniens de Galilée à qui on avait oublié de dire que l'heure du couvre-feu avait changé. 49 morts, Magav, la police des frontières. En 1976, il y a une grande insurrection qui éclate, la journée de la terre, contre le vol des terres. Et ces Palestiniens-là d'Israël, la plupart des métiers qui touchent à l'énergie, à l'eau, à la sécurité, leur sont interdits. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% de ceux-là sont sous le seuil de pauvreté, contre environ 15 à 20% de la population juive israélienne. C'est un état d'apartheid, j'en parlerai un peu après, mais ça l'a été pour les Palestiniens d'Israël dès 1948. Un état juif, c'est pour les juifs, c'est pas pour les autres. Hein. C'est assez clair. La Palestine n'a presque pas d'existence politique. Les Palestiniens sont un peuple vaincu. Dans les camps,
ils subissent le joug des pays arabes qui ne tiennent pas à ce qu'un peuple palestinien puisse s'exprimer avec ses droits. Il y a un changement qui va se faire avec la création de l'OLP, mais quand l'OLP est créée en 1965, elle est créée par des dirigeants, dont Nasser, qui veulent en faire quand même quelque chose qui dépend d'eux. Une OLP indépendante et palestinienne, c'est pas franchement le point de vue des pays arabes. Et puis 67 va complètement changer la donne. En 67, les Israéliens ont lancé une propagande qui a incroyablement pris en France, qui était le pauvre État, le pauvre David, encerclé par 60 millions d'Arabes et menacé d'anéantissement. Dans ma propre famille, où j'ai la chance d'avoir un général d'extrême droite qui est mort depuis, il m'a expliqué dès 67, mais non, on n'était pas du tout menacé. Les plans de bombardement de Khartoum, de Bagdad, c'est moi qui les ai faits. Les plans de la destruction des aviations égyptiennes, jordaniennes, c'était prévu de longue date. Et il me dit, on est en juillet 67, un mois après la guerre, et tu vas voir, la colonisation va commencer. Donc 67, vous devez le comprendre comme, pour les sionistes, nous achevons la guerre de 48. En 48, il y a 22% de la Palestine qui nous a échappé. Là maintenant, après 67, on va tout avoir. La colonisation, c'est pas l'extrême droite religieuse qui la décide. Ça fait partie des nombreux crimes faits par l'aile social-démocrate sioniste. C'est Yigal Allon, dès 1967, qui fait le plan, qui est toujours appliqué. Il y a déjà dans ce plan toute la vallée du Jourdain, les blocs de colonies. Et la colonisation, elle est décidée en 67 par les travaillistes qui sont au pouvoir. Mais comme ils n'ont pas le personnel politique à envoyer dans les colonies, ils vont aller chercher les religieux sionistes. Alors les religieux sionistes étaient très minoritaires. Jusqu'en 67, la majorité des juifs religieux, orthodoxes, ils s'en foutent de la terre, des Palestiniens, d'Israël, du sionisme. Ils sont dans leurs écoles, dans leurs yeshivot, et ils s'en foutent du reste. Et puis, en 67, les dirigeants israéliens vont chercher ce qui deviendra le courant national religieux, le rabbin Avraham Kook, qui était le fils de celui qui avait été le grand rabbin de la Palestine mandataire. Il avait fait le lien entre sionisme et religion, donc il disait « Nous avons été exilés, nous rentrons dans notre pays, et on va lui donner des millions de shekels, et c'est lui qui va envoyer les premiers fous de Dieu pour créer les colonies. » Donc savoir que les colonies, bien sûr, le personnel politique, c'est des intégristes starbés, mais ceux qui ont inventé la colonisation, c'est pas eux, c'est les sionistes dits de gauche. La colonisation, elle va très rapidement devenir totalement galopante. Il va y avoir un petit moment d'hésitation de la société israélienne. Elle a des guerres qui ne sont pas brillantes. La guerre de 73, la guerre du Kippour, elle n'a pas vraiment gagné. En tout cas, il y a eu l'offensive égyptienne, puis syrienne sur le Golan, et donc c'est pas franchement flambant pour les sionistes. Et puis, à partir de 78 et encore plus en 82, les Israéliens s'engagent au Liban. Là, ça fait le lien avec Georges Ibrahim Abdallah, dont l'engagement comme Libanais sera contre les différentes invasions israéliennes, et notamment l'invasion israélienne de 1982. Et il y aura, la dernière fois, une partie de la société israélienne qui va dire non, la dernière fois. Ce que nos camarades anticolonialistes israéliens disent, la petite roue, nous les anticolonialistes, une fois on est arrivé en 82 à entraîner la grande roue et à mettre plusieurs centaines de milliers de personnes dans la rue pour arrêter le massacre. Ça n'aura aucune espèce de conséquence. L'extrême droite est arrivée au pouvoir en 77 en Israël avec Begin. Elle y est pratiquement sans interruption ou de très rares interruptions depuis maintenant 42 ans. Et idéologiquement, les colons ont conquis la société israélienne. Donc ce dernier moment d'hésitation, qui seront les grandes manifestations de 82, ne laissera pas de traces. Il y aura, face à la colonisation galopante, une dernière occasion qui s'avérera être une gigantesque mystification, les accords d'Oslo. Alors souvent, même parfois chez mes amis palestiniens, il y a une glorification. Yitzhak Rabin, quand même, sa poignée de main avec Arafat, quand même, il nous avait reconnu, quand même, il y avait la paix et tout. Et je dis toujours, entre la signature des accords d'Oslo, septembre 93, et l'assassinat de Rabin, novembre 95, pendant les 26 mois qui s'écoulent, Rabin installe 60 000 nouveaux colons.
De quelle paix s'agissait-il? Entre sionistes dits de gauche et sionistes de droite, il peut y avoir une différence de méthode ou de stratégie, ils peuvent se taper sur la gueule, mais il n'y a jamais eu de différence de finalité. L'idée sioniste du début du XXe siècle, que les Palestiniens deviendraient les Indiens du Proche-Orient, parqués dans leurs réserves ou expulsés, elle est partagée par les deux courants. Et tout, c'était 93. La colonisation est devenue totalement galopante. Les sionistes ont achevé la fragmentation de la Palestine. Et pour le monde, la résistance palestinienne, c'est quelque chose qui est sans doute le plus difficile. Entre Méditerranée et Jourdain, vous avez en gros 13 millions d'habitants, 50% de juifs israéliens, 50% de Palestiniens. Mais la force de la domination sioniste, c'est que les Palestiniens ne peuvent pas parler d'une seule voix parce qu'ils ont été divisés en autant de statuts géographiques et politiques et de dominations différentes. Vous avez les Palestiniens d'Israël dont j'ai parlé, les Palestiniens de 48, qui sont 1 800 000, qui sont des sous-citoyens dans leur propre pays, chez qui aujourd'hui les Bédouins du Negev subissent eux aussi, alors qu'ils sont citoyens israéliens, un véritable nettoyage ethnique avec la destruction de leur village, parce qu'on veut à la place construire des villes juives. Vous avez Jérusalem-Est, qui devait être, d'après les accords d'Oslo, la capitale d'une Palestine, d'un groupion palestinien, mais aujourd'hui, dans Jérusalem-Est, il y a en gros 340 000 Palestiniens et 250 000 colons, avec une tentative forcenée de rendre les Palestiniens minoritaires dans leur propre ville, et régulièrement avec des destructions de maisons. Je vous ai parlé tout à l'heure du roi David. À Silouane, quartier de Jérusalem-Est, les Israéliens ont décrété que le roi David avait vécu à Silouane. Donc ils ont créé la maison du roi David, le parc du roi David, le musée du roi David, et au nom du roi David, qui était probablement un grand conducteur de troupeaux, on détruit les maisons palestiniennes. On a déjà expulsé plusieurs centaines, plusieurs milliers d'habitants de Silouane au nom de ça. Et cette judaïsation à marche forcée, elle est aidée par la France quand évidemment Veolia et Alstom construisent un tramway à Jérusalem-Est qui va relier les colonies à la Jérusalem-Ouest. Mais c'est une décision de judaïser Israël, de judaïser Jérusalem à toute force. En Cisjordanie, du vivant d'Arafat et de Rabin seront signés les accords de Tabat qui créent zone A, zone B, zone C. De quel État palestinien pouvait-il s'agir? La zone A, qui est théoriquement sous contrôle de l'autorité palestinienne, rien du tout, parce que l'armée israélienne rentre absolument quand elle veut à Ramallah, elle ne regroupe que les grandes villes palestiniennes. Et puis surtout, on s'aperçoit que qu'est-ce qui reste des accords d'Oslo? La seule chose qui reste, c'est les accords sécuritaires qui obligent l'occupé à assurer la sécurité de l'occupant, et donc à la police de l'autorité palestinienne de collaborer à tous les sens du terme avec l'armée israélienne. Il y a la zone B. Alors il faut savoir que dans l'Androuyamini palestinien, un Palestinien de zone A veut se marier avec une Palestinienne de zone B, c'est la folie, parce qu'ils n'ont pas le même statut, ils n'ont pas les mêmes droits. Et la zone C, qu'aujourd'hui Netanyahou a promis d'annexer, c'est 62% de la superficie de la Palestine, c'est la vallée du Jourdain, c'est le grand bloc de colonies. Quand vous allez en Cisjordanie, alors que les Palestiniens de Cisjordanie sont en gros 6 fois plus nombreux que les colons, partout c'est les colonies qui encerclent les villes et les villages palestiniens, et à part un tout petit peu dans le nord vers Jenin, vous tournez à 360 degrés dans une ville palestinienne et vous avez le mur et les colonies de tous les côtés. L'attitude de la communauté internationale va être d'une lâcheté absolument incroyable. On donne un exemple. La Cour de La Haye va condamner la construction du mur de l'apartheid. Quand la Cour condamne, le mur fait 150 km, il en fait 750 aujourd'hui, il n'y aura jamais la moindre sanction qui sera utilisée sur la construction du mur. Sur Gaza, souvent dans l'imaginaire des gens, les 2 millions de Gazaouis qui sont enfermés dans une enclave de 360 km², 40 km sur 10, privés d'eau potable, 95% de l'eau à Gaza n'est pas potable, privés d'électricité, privés de médicaments, privés de produits de consommation courante, attaqués sans arrêt pour les pêcheurs et les paysans qui sont les principaux métiers qui essaient de produire et de rester, que la société gazaoui reste debout. Quelle a été l'attitude de
de la communauté internationale, quand le Hamas prend le pouvoir, il décide que le Hamas est hors la loi, alors qu'il a été élu au terme d'élections libres et qui avait été contrôlé par la communauté internationale, et il autorise ce blocus, qui n'est même pas condamné, qui est un véritable crime contre l'humanité, et qui affame et qui met dans une situation absolument invraisemblable 2 millions de personnes. Donc il faut bien avoir conscience, la Palestine aujourd'hui est totalement fragmentée, la communauté internationale est complice, elle est complice de façon dingue. Alors pourquoi elle est complice? Parce que Israël c'est leur État, parce que Israël est devenu le pion avancé de tous les pays impérialistes et colonialistes au Proche-Orient, parce que c'est un exemple vivant de reconquête coloniale, parce que c'est un pays qui montre, dans une ville où les gilets jaunes s'en prennent plein la gueule et où les camarades de BDS sont persécutés dans la rue, qui montre comment on peut surveiller et réprimer les populations réputées dangereuses. Les drones qui sont sur Gaza, on les retrouve après au-dessus de nos manifs. Les gaz particulièrement tordus qui sont envoyés sur Gaza, on les retrouve ici. Israël expérimente à Gaza des armes interdites, l'uranium appauvri, utilise contre les paysans l'équivalent du gaz orange que les Américains avaient utilisé pendant la guerre du Vietnam contre les paysans. Donc on est dans cette situation-là, avec une communauté internationale qui laisse faire, avec un secrétaire de l'ONU qui va protester quand 2 roquettes parlent de Gaza en disant que c'est quelque chose qui met en danger le processus de paix. Donc on continue à avoir cette espèce de langage totalement indigne d'appeler processus de paix un processus de sociocide, c'est ça qui est littéralement là. Si on prend l'Europe, au moment des accords d'Oslo, elle accorde aux protagonistes, donc l'autorité palestinienne et Israël, un statut économique qui permet à leurs produits de venir en Europe et taxés. Moins de 6 mois après, il n'y a plus aucun produit palestinien qui vient. L'intifada a démarré, et Israël interdit, ce qui a toujours été son but parce qu'elle décontrôle toute espèce d'exportation de produits palestiniens. Et donc depuis 20 ans, on a uniquement les produits israéliens qui arrivent détaxés dans nos assiettes, les produits de l'apartheid, qui sont évidemment une des raisons, mais c'est pas la seule, de l'appel BDS. Aujourd'hui, quand vous allez en Palestine, on n'a aucune sympathie pour aucun des 2 gouvernements rivaux. On pense que la division de la Palestine, c'est une grande victoire de l'occupant. Et cette résistance-là, aujourd'hui, elle s'exprime essentiellement par la société civile. Elle s'exprime par une floraison d'associations, petites, grandes, sans lesquelles la Palestine n'existerait plus. Les grandes, c'est le PCHR, le Centre palestinien des droits de l'homme, c'est des associations de défense des prisonniers, de défense des droits de l'homme, c'est l'UAWC, le grand syndicat des travailleurs agricoles. Et puis les petites, vous n'allez pas dans un quartier, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, où il n'y a pas une petite association où tout est mutualisé et où s'installe la solidarité. Ils nous disent résister, vivre c'est résister. On essaie d'opposer résistance violente et résistance non violente. Ce truc-là n'a aucun sens. Je rappelle que Mandela lui-même dirigeait la branche armée de l'ANC, et puis c'est l'occupant qui décide quelle résistance il va rester à l'occuper. Et moi-même, fils d'un membre du groupe Manoukian, mon père était traité de terroriste, donc évidemment c'est des arguments que je ne peux pas recevoir. Voilà, ce que je veux dire de cette résistance, c'est que soutenir la Palestine, c'est s'adresser à la société civile, c'est s'adresser aux associations de prisonniers, c'est s'adresser aux organisations de droits de l'homme, aux associations de femmes. Toutes ces associations, elles sont 172. En 2005, elles ont lancé un appel mondial au BDS, boycott des investissements sanctions. Elles l'ont lancé parce que elles étaient conscientes que tous les gouvernements, le nôtre en particulier, étaient complices. Donc c'est pas pour les convaincre, c'est pour que nos sociétés civiles créent un rapport de force pour obliger nos dirigeants à changer de politique. L'appel BDS, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent aujourd'hui, en pratique. Les Palestiniens ont été emmenés dans la diplomatie, ça n'a strictement aucun sens. Donc aujourd'hui, c'est véritablement l'arme principale.
Quand vous rencontrez les Palestiniens, nous on a rencontré tous les partis politiques à Gaza, qui se battent entre eux, s'il y a une seule chose sur laquelle ils sont totalement unanimes, c'est le BDS. Ils disent cette guerre, elle est née de l'étranger, elle est née de l'ONU qui a partagé la Palestine, qui a reconnu Israël en son sein, alors qu'Israël violait tous les droits. La solution, elle viendra de notre capacité à nous de continuer à faire société et de votre soutien à vous. Je dirais aussi que la résistance palestinienne, c'est le fait qu'ils continuent de faire société, c'est le fait qu'en Palestine, il y a moins de 1% d'illettrés, contre 35% en Égypte voisine. Ils continuent à éduquer leurs enfants, ils continuent de cueillir leurs olives en étant caillassés ou de cultiver leurs légumes en étant mitraillés comme à Gaza. Ils continuent à envoyer leurs enfants à l'université. À Gaza, il y a 100 000 étudiants, 6 universités. Les étudiants sont quasiment tous au chômage après, mais ils vont donner gratuitement leurs compétences pour que la société ne s'écroule pas. C'est ça, pour moi, essentiellement, la résistance palestinienne et vraiment le mérite de notre soutien. Ils vont jouer un rôle fondamental. Il existe dans le protestantisme, alors le protestantisme, dans tout ce qu'il fait, il traduit la Bible dans la langue du coin. Ce qui fait que la Bible, qui était incompréhensible pour les chrétiens catholiques avant l'apparition du protestantisme, dans les pays protestants, elle est écrite en anglais, en allemand, et les personnages de la Bible deviennent des personnages de tous les jours. Et en particulier, les proscrits britanniques qui vont partir coloniser les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Australie, ils vont donner des noms bibliques à leur ville, ils vont les appeler Bethesda, Gilo, etc. Et ils vont, dès le XVIIe siècle, apparaît cette idéologie chez les chrétiens protestants, principalement les évangélistes, mais pas seulement, l'idée que les Juifs, mais ils ne savent pas trop ce que c'est que les Juifs, doivent retourner en Terre Sainte, doivent chasser le mal c'est Armageddon, c'est les Arabes, et après se convertir à la vraie foi, parce que ces chrétiens sionistes sont antisémites, sont en tout cas très fortement anti-juifs. Et ça pourrait paraître un mouvement bizarroïde. Il est certain que dans la création du sionisme juif, ils se sont beaucoup inspirés de ces sionistes chrétiens. Balfour, dont j'ai parlé, était un sioniste chrétien, et aujourd'hui, les chrétiens sionistes américains, qui sont plus de 40 millions, qui ont le vice-président Pence à leur tête, ils ont donné sans doute beaucoup plus de milliards à la colonisation que le lobby sioniste américain, juif. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, c'est aussi des choses à dire, la colonisation a été massivement et sans doute majoritairement financée par des antisémites. Il y avait des reportages du Monde à l'époque de la construction des grandes colonies comme Ma'ale Adumim, où on voyait des chrétiens sionistes se balader. Les gens disaient là on voudrait un théâtre, là on voudrait une piscine. Ils sortaient le carnet de chèques et ils se répandaient en propos anti-juifs et les colons fermaient leur gueule parce qu'évidemment les dollars arrivaient et que c'était très important. Donc oui, la question des chrétiens sionistes, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, dans l'espèce d'international qui soutient à fond Israël, on trouve toute l'extrême droite européenne et on trouve tous les pays où les évangélistes ont beaucoup d'importance. Le Brésil, par exemple, ces évangélistes ont joué un rôle majeur dans l'élection de Bolsonaro. Qu'est-ce qu'un juif? Alors, j'ai amené ici deux petits exemplaires du livre de l'UJFP, Une parole juive contre le racisme. En première page, on pose cette question. Il est impossible d'en donner une réponse. Donc on en a donné 10. On donne la réponse religieuse, on est juif par sa mère. On donne la réponse nazie, les juifs sont une race inférieure. On donne la réponse de Sartre, c'est la persécution qui fait le juif. Et puis chacun de l'UJFP, en fait, il ne dit pas qu'est-ce que c'est qu'un juif, il dit pourquoi moi, à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de me définir comme juif. Il n'y a pas de réponse unique, bien évidemment. Moi j'en ai une, c'est la mienne. Moi je dirais c'est plusieurs peuples, le peuple judéo-arabe, le peuple séfarade, le peuple yiddish, ayant une communauté de destin liée à la religion. C'est vraiment tout ce que je peux dire. En tout cas, rien à voir avec le sionisme. Mais
En Israël, ils ont pris la définition religieuse, c'est-à-dire que et ils l'ont trafiquée. Donc on est juif par sa mère, ce qui fait que ma compagne Sarah ici, elle peut s'appeler Sarah Katz, mais en Israël elle n'est pas juive, et où on est juif par la conversion. Donc du coup, il y a eu un nombre faramineux de gens qui se sont convertis au judaïsme, qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire juive et qui sont là-bas. Je donne l'exemple le plus incroyable. En 2002, en pleine deuxième intifada, des rabbins de la colonie de Gush Etzion font un voyage touristique en Bolivie et au Pérou. Ils trouvent une communauté aymara qui vit dans une secte, ils les convertissent au judaïsme et ils les transfèrent à Gush Etzion. Donc ces aymara, ils parlent aymara entre eux, ils connaissent quelques mots d'espagnol, quelques mots d'hébreu, et puis ils sont dans l'armée israélienne, ils sont citoyens israéliens. Voilà, là, pour Israël est juive toute personne qui va nous permettre que les Palestiniens ne soient pas majoritaires. Donc les Birmans, par exemple, dans le nord de la Birmanie, il y a une autre secte qui a été vaguement chrétienne et puis qui a décidé qu'ils étaient la 13e tribu. Jusqu'à présent, Israël, quand même, les jaunes, ils sont très racistes, ils n'en veulent pas. Mais quand il y a eu les quelques milliers de colons qui ont évacué Gaza, il y avait déjà 70 Birmans à Gaza. Le jour où Israël a besoin des Birmans, ils seront juifs, il n'y a pas de problème. Le fait que la majorité des juifs adhèrent au sionisme, c'est la peur, mais elle est entretenue d'une façon folle. J'avais rencontré un dirigeant palestinien, Albert Agazarian, qui disait les Israéliens ont peur de ne plus avoir peur. C'est-à-dire qu'on leur apprend la peur à l'école. On leur apprend au berceau que si on n'est pas les plus forts, c'est les Juifs à la mer. Ce qui est un contresens total. C'est-à-dire que, je dis toujours, qu'est-ce qui a permis aux Sud-Africains de rester? Est-ce que c'est la fin de l'apartheid ou le maintien de l'apartheid? C'est la fin de l'apartheid qui leur permet de rester, sinon à terme ils partaient. Les Blancs Sud-Africains. Qu'est-ce qui permettra, parce que je suis défavorable à l'idée de réparer un nettoyage ethnique par un nettoyage ethnique, qu'est-ce qui permettra à des Juifs qui vivent maintenant depuis 3-4 générations là-bas de rester? Est-ce que c'est la fin du sionisme ou le maintien du sionisme? C'est la fin du sionisme. Et le maintien peut les assurer d'avoir le sort à terme des croisés ou des pieds noirs français. Ils ont exploité la peur, le sentiment que moi-même j'ai eu dans mon éducation juive. Les victimes, c'est nous. L'Europe s'était défaussée de son crime antisémite sur le dos des Palestiniens. Donc quelque part, pour les Européens, dire les Juifs finalement c'est pas des Européens, donc leur place c'est là-bas, ça les arrange. Et je veux dire que souvent les gens disent si les élites françaises sont pour Israël, c'est parce qu'ils se sentent coupables du fait que massivement la France a collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'extermination. Si elle s'était sentie coupable, elle aurait dit aux Juifs, on a déconné, mais le discours qu'il y a en 1945, c'est « vous avez un pays, vous partez quand vous voulez ». Donc je crois que dans l'adhésion à l'idée de l'exil et du retour chez les élites européennes, ils disent finalement que les Juifs ne sont pas vraiment de chez nous. Ben oui, ils ne sont pas vraiment de chez nous, ils sont de là-bas et qu'ils se démerdent et on va les soutenir à être un morceau avancé d'Europe là-bas. Donc ce n'est pas un sentiment de judéophilie qui les porte à adopter le discours sioniste historique. C'est un sentiment de pas en Sibérie il y a de la place, mais au Proche-Orient il y a de la place. Quand j'étais à l'école, enfin au collège, on me faisait apprendre par cœur, recopier par cœur, je me souviens avoir fait cet exercice, le plan du temple de Salomon. Je vous expliquais qu'il n'y a ni plan, ni temple, ni probablement Salomon. Et c'est vrai que les manuels scolaires ont repris ça. Il y a un livre qu'on a sorti, la FPS et l'UJFP ensemble d'ailleurs, Israël dans les manuels scolaires, où en même temps on a, dans la présentation de la guerre de 48, l'Israélien est présenté européen, civilisé, fier de lui, européen, quoi. Hein. Et puis l'arabe, qui est fier, arriéré et tout. Il y a ceux dans lesquels on peut se reconnaître, c'était les Israéliens, et les autres quand même, ils n'avaient pas vraiment accédé à la civilisation. Elle y est entièrement. Elle suit d'ailleurs, quand la Société des Nations donne le mandat de la Palestine aux Britanniques, elle le donne avec l'idée que la Palestine, mais la Syrie aussi et l'Irak
ou le Liban qui est donné à la France et la Syrie à la France, sont trop sous-développés quand même, pas assez développés pour qu'on puisse leur donner l'indépendance, et donc il faut qu'ils soient aidés par des pays qui vont les faire accéder à la modernité. Cette idée, elle est aussi dans les manuels scolaires. Si tu regardes ce que les manuels scolaires de mon époque racontent sur le colonialisme français, c'est une horreur sans nom. Quand j'étais élève, je me suis appris le nom de tous les criminels de guerre, Lyautey, pacificateur du Maroc, d'accord, Gallieni, qui a organisé Madagascar. Vous essayez d'imaginer ce que ça voulait dire. Donc voilà, c'est la suite de ça.